bonsoir à tous. À la une de ce journal, de nouveaux foyers d'infection au Covid-19 sont observés sur des campus scolaires à Bafoussam. 10 cas positifs ont été détectés parmi des élèves inscrits en classe de terminale dans un lycée. La région de l'Ouest enregistre un nombre inquiétant de personnes décédées des suites de cette maladie à coronavirus. Ces chiffres effroyables peinent à susciter une prise de conscience sur les populations. On fait le point en ouverture de ce journal. Après une saisie record de 6000 litres de carburant issus de contrebande, un constat est fait, cette activité illégale prospère dans la région du littoral. Comment réussissent-ils à passer la frontière et le contrôle routier présent sur les différents axes au Cameroun? C'est un grand reportage à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La deuxième vague d'épidémie de Covid-19 frappe de plein fouet la région de l'Ouest. Les campus scolaires des lieux publics sont devenus de grands foyers d'infection, résultat de nombreux cas positifs enregistrés et une létalité plus inquiétante selon les autorités sanitaires. On fait le point avec le CLED Sakem. Que les derniers tests ont donné des familles entièrement contaminées. Et c'est grâce à ces tests-là que les parents ont été sauvés. Lycée bilingue de Bafoussam. Ici, les élèves sont soumis au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais. Distanciation sociale, port de masque, l'utilisation du gel hydroalcoolique, l'eau étant devenue une denrée rare depuis quelques semaines dans cette partie du pays. La deuxième vague de la pandémie à coronavirus oblige, surtout que dans cet établissement, la situation est préoccupante. Au lycée bilingue, en ce qui concerne le coronavirus, nous prenons suffisamment de dispositions, mais aussi nous prenons les devants pour pouvoir tester nos enfants, afin que l'hécatombe n'arrive aux parents de ces enfants le moment venu. Donc nous avons pris sur nous, avec le médecin scolaire, de tester 2 terminales C. Et dans les 2 terminales C, nous avons eu 10 cas. Il nous reste à tester lundi prochain tout le personnel et toutes les autres classes pour nous assurer que le Covid ne fait pas son chemin dans notre établissement. Le vacarme assourdissant d'hier dans certaines cours de récréation a laissé place à un calme précaire. Des mesures plus contraignantes sont édictées aux élèves. D'autres enseignants sont même allés jusqu'à donner quelques astuces à leurs apprenants pour prévenir cette maladie. La directrice a dit qu'on boit l'eau chauffée. On mange le njija qui n'est pas épicé. On mange l'ail. La directrice a dit qu'on rentre de l'école, on chauffe de l'eau, on boit, on mange l'ail avec l'oignon. La recrudescence de cette pandémie préoccupe le personnel de santé de la région de l'Ouest, en conclave dans la capitale régionale de l'Ouest. Au total, déjà, nous avons enregistré au niveau de la région sanitaire de l'Ouest environ 2200 cas positifs jusqu'à l'heure actuelle et environ 100 décès. Mais ce qui est important de signaler, c'est qu'au cours des 2 derniers mois, nous avons déjà enregistré presque le tiers des cas positifs que nous n'avons enregistrés l'année dernière, ainsi que les décès. Ce qui veut dire que COVID is back in our region. Et cette fois-ci, j'ai peur que cette nouvelle phase soit beaucoup plus létale, parce que nous enregistrons beaucoup de décès. L'autorité sanitaire invite les hommes des médias, le personnel de santé à reprendre avec la sensibilisation, la mobilisation sociale des populations autour des mesures d'hygiène qui sont édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Toujours dans ce chapitre consacré à la lutte contre la pandémie du coronavirus, malgré les décisions prises par les autorités administratives indiquant qu'il devrait y avoir une réouverture des écoles maternelles dans l'arrondissement de Douala 1er, comme vous le constatez en image. Ces écoles sont restées fermées, pas de cours ce mercredi matin, malgré la sortie du délégué régional de l'éducation de base, laquelle sortie avait exigé la réouverture dès ce jour. C'est plutôt lundi prochain,
lundi 8 mars, que les enfants devraient reprendre le chemin des classes. Il faut préciser que des équipes spéciales ont procédé à la désinfection des différents établissements scolaires maternels durant la journée de mardi. Des prescriptions spéciales également ont été données aux directrices d'école. À cet effet, je vous invite à suivre Marceline Bika, elle est directrice de l'école maternelle bilingue à Grand Moulin, dans le 1er arrondissement de Douala. Il nous a réenvoyé une autre note qui nous faisait savoir que nous devions reprendre l'école le lundi 8 mars 2021 à 7h30. Pendant cette semaine, nous, le corps enseignant, nous devions être à l'école. Et nous avons reçu les agents d'entretien par rapport à la désinfection hier. Et ce matin, vous voyez, nous sommes là parce que nous aimons notre travail. Et si ce n'était pas cette maladie, nous ne serions pas en train de faire partie des enfants hors de l'établissement. Mais qu'à cela ne tient, lundi matin, lundi 8 mars 2021, nous serons là avec nos enfants parce que nous les aimons. Vous l'avez peut-être observé dans la ville de Douala, les trottoirs sont très prisés pour l'exposition et la vente des produits divers, ce qui contraint des piétons à marcher sur la chaussée, laquelle chaussée est souvent elle aussi prise d'assaut par des commerçants. Devant ce phénomène de désordre urbain et de congestion des grands carrefours, le maire de la ville exhorte les commerçants à restituer les trottoirs aux piétons. Les concernés sont farouchement opposés à cette idée de décongestion des trottoirs. C'est le constat que font Sédek Chouna et Sédek Ding dans ce reportage. J'ai dit qu'on va discuter, mais on libère d'abord. Le trottoir ne vous appartient pas. C'est une déclaration qui sonne comme un premier tir de sommation. Le maire de la ville de Douala, Roger Mbassa-Diné, a tenu à rester ferme sur ses positions quant au fait de décongestionner les trottoirs de la ville de Douala, devenue en l'espace de quelques années la propriété des commerçants. Une campagne baptisée « Restituer les trottoirs aux piétons » qui commence par une sensibilisation des commerçants occupant anarchiquement le passage piéton, comme ici à l'avenue du 27 août, à Akwa, dans le 1er arrondissement. Là aujourd'hui nous sommes arrivés au point où on ne peut même plus flâner devant les vitrines, tellement les trottoirs sont occupés. Donc, il s'agit de restituer les trottoirs piétons. Ça veut dire pas de commerce, zéro parking, pas de véhicules qui garent sur le trottoir. Le trottoir exclusivement réservé aux piétons. C'est une campagne que nous avons voulu de longue haleine. Ça veut dire que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau. Donc on est là avec des fiches d'enquête pour pouvoir enregistrer tout cela qui se trouve aux embordures du trottoir pour être sensibilisé, pour pouvoir être restitué dans les prochains jours. Oui, mais voilà, une énième tentative des pouvoirs publics qui semble déjà se heurter à la réticence des commerçants qui vont en cette campagne, une volonté manifeste de la mairie de la ville de les empêcher de gagner leur pain quotidien. On va discuter. Nous avons des familles, nous avons des enfants. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça ne vous donne pas le droit de parler du trottoir. Le trottoir ne vous appartient pas. Je ne parle pas de moi, je parle d'un cas général. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir une famille. Donc ce n'est pas un droit. Mais je voudrais savoir si entre-temps, on a proposé quelque chose. Il n'y a pas entre-temps. On libère d'abord et on discute après. On meurt. Ceux qui mourront vont mourir, après on va continuer, il n'y a pas de souci. Ça me pose vraiment un grand problème. Vu qu'on a les diplômes, on ne parvient pas à avoir d'emploi. On se rabat dans les marchés pour pouvoir trouver notre pain quotidien. Si des gens nous enlèvent ici, je crois que ça sera très difficile parce que bien qu'on exerce même le métier, on ne parvient pas à joindre les deux bouts. Cependant, le docteur Roger Mbassa-Diné n'en démord pas. Il est plus que temps d'agir. Nous allons progresser pas à pas. C'est pour ça qu'au départ, nous avons pris un petit nombre d'axes. Parce que nous voulons passer et repasser et repasser pour être certain qu'avec les commerçants, c'est bien compris. Celui qui s'installe, ce sera ses risques et périls. Une campagne de sensibilisation qui s'étendra sur plusieurs semaines sur les grands axes routiers de la ville de Douala et sera suivie d'une phase répressive.
Restons dans la ville de Douala où 2 présumés voleurs de véhicules ont été mis aux arrêts. Ils sont tombés dans un piège tendu par les forces de maintien de l'ordre au moment où ils s'apprêtaient à vendre un véhicule volé chez une dame au lieu dit PK14 à Douala. Après ce coup de filet, les populations ont été appelées à collaborer avec les forces de maintien de l'ordre afin de débusquer les malfrats dans la capitale économique du Cameroun. Le récit des faits avec Innocent Abega et Vivien Tonfac. Le groupement mobile d'intervention numéro 2 de Douala vient de mettre le grappin sur ces 2 présumés voleurs de véhicules. Leur dernier forfait remonte au 20 février dernier à PK14. La nuit du 20 au 21 février 2021, j'ai garé mon véhicule à l'entrée de chez moi parce que mon portail ne permet pas qu'on puisse garer à l'intérieur. J'ai garé et j'ai fermé les clés de pédale en sachant que je suis en sécurité. Et quand le matin je me lève pour aller au travail, j'avance, je me demande mais est-ce que j'ai garé vraiment ici? Malheureusement, le véhicule avait été emporté déjà dans la nuit. Saisis, les fins limiers de la police vont aussitôt se mettre en branle. À la suite du vol de ce véhicule, évidemment, un communiqué lancé dans le réseau phonique, lequel communiqué a été aussitôt capté par les collaborateurs de la brigade anticriminalité, que nous avons fait immédiatement mouvoir. Et c'est à la suite des renseignements recueillis auprès de populations et autres que nous avons pu situer ce véhicule du côté de Bonabéry, à Mabanda. Le traquenard bien ficelé permettra d'abord de neutraliser Jean-Joseph Kamna à Mambanda, dans l'arrondissement de Douala 4e. L'exploitation de ce dernier conduira la police sur les traces de son acolyte, René Merkis Temoué, bien connu dans les registres de la police, pour avoir été maintes fois interpellé pour des faits similaires. En plus du véhicule recherché, cet autre a été retrouvé, mais son légitime propriétaire n'a pas encore été identifié. Après ce coup d'éclat, les forces de l'ordre saluent la fructueuse collaboration de la population qu'elle invite à maintenir le cap. Parlons à présent de la contrebande qui engendre des pertes de plusieurs milliards de francs CFA au Cameroun. L'activité prospère en raison de multiples complicités dans certaines administrations et au niveau transfrontalier. Illustration avec cette saisie menée par les équipes de contrôle des produits pétroliers. Près de 6000 litres de carburant issus de la contrebande ont été saisis dans le département de la Sanaga maritime. D'autres détails avec Ekoka Lobé et Donald Brice Kamgan. Dans ce magasin retiré en brousse près de la route nationale Douala-Yaoundé, des dizaines de bidons et de fûts contenant du gasoil. La cache de ces produits issus de la contrebande est découverte par cette équipe de la Brigade nationale de contrôle des produits pétroliers du ministère de l'eau et de l'énergie. La saisie donne lieu à quelques échanges vifs entre les tenanciers et la brigade. Même si c'est illégal, mais ce n'est pas une délinquance, c'est juste parce que le pays ça ne va pas. N'importe qui vit là où il va survivre, mange là où il peut survivre. Et de deux, quand on nous dit fais vendre l'huile rouge, c'est l'huile rouge que tu vas vendre, on ne doit pas venir te déranger. Nous sommes au lieu dit aviation, à Idéa Premier. Non loin de là, une demi-dizaine d'autres lieux de stockage des produits pétroliers illicites sont vidés par les équipes de répression de la fraude. C'est la principale activité au bord de cette route nationale où les jeunes y ont investi par centaines de mille francs CFA, voire à millions pour écouler auprès des véhicules qui vont et viennent. Ce matin, je perds 20 bidons 780 000. Je suis un père de 3 enfants. Je n'ai pas de travail. Donc, quand ils ont pris comme ça, nous sommes vraiment devenus... On ne sait même pas ce qu'on peut devenir après ça. Nous sommes vraiment perdants. Vraiment que l'État essaye un peu de revoir comment il peut faire. Parce que nous n'avons pas une grande quantité. Derrière ça, on nourrit aussi nos enfants. Tous les jeunes concernés l'admettent. Leur activité est clandestine et dangereuse, à la fois pour la sécurité des biens et des personnes. Et ce sont là les inquiétudes des autorités. Le gouvernement de la République du Cameroun, à travers le ministre de l'eau et de l'énergie, président du comité de coordination de lutte contre la fraude des produits pétroliers, s'est engagé par la lutte de ces produits de contrebande et des produits frelatés à assainir le secteur des produits pétroliers aval qui cause d'énormes pertes financières
dans notre économie et qui crée de nombreux incidents graves. Des incidents graves, risques élevés d'incendie lors des manipulations inexpertes, des pertes financières car les taxes et autres impôts dus à l'État sont ainsi perdus dans ce sécu frauduleux. Le gouvernement évalue en milliards de francs CFA de pertes fiscales annuelles liées à la contrebande. À l'issue de cette opération, ce sont pas moins de 5 900 litres d'essence, de gasoil et autres lubrifiants qui ont ainsi été saisis. Dans la Sanaga maritime, le quotidien des femmes est loin d'être un long fleuve tranquille et c'est là où le gouvernement s'est rendu afin de recueillir les préoccupations des femmes en prélude à la journée internationale de la promotion et du respect des droits des femmes. Occasion pour le ministre de la promotion de la femme et de la famille et le gouverneur du littoral de dresser les actions du gouvernement menées en faveur des femmes. Cependant, dans la localité de Pouma, elles ont fait part de leurs difficultés. Évocation dans ce reportage est signé Gladys Sidé. Le ministre de la promotion de la femme et de la famille visite quelques pépinières dans le département de la Sanaga maritime. Ici se fait la culture de bananes plantains, cacao et autres. Réunies en association, les femmes des 11 arrondissements que compte le département de la Sanaga maritime ont profité du lancement de la 36e édition de la Journée internationale des droits des femmes pour évoquer quelques difficultés rencontrées dans leurs activités quotidiennes. Il y a les poussins qui meurent, mais nous voulons essayer de pouvoir apporter le plus pour que ça aille mieux. Le jour de vendredi, il y a les acheteurs, les femmes qui achètent, qui viennent acheter ici à Pouma. Mais elles n'achètent pas comme il faut. À l'esplanade de la place des fêtes de Pouma, elles ont exposé leur savoir-faire dans plusieurs domaines. Pour cette autre célébration qui intervient en contexte Covid-19, des recommandations sont faites. Le message que je voudrais passer, c'est que tout le monde, à commencer par les femmes, respecte les instructions de la plus haute autorité de l'État, c'est-à-dire les mesures barrières. Vous avez vu que nous avons procédé à la distribution des masques aussi chaque fois qu'on trouvait quelqu'un sans masque. La distanciation sociale, on a essayé de l'obtenir en limitant la taille des délégations. Vous savez qu'il y a 11 arrondissements dans la Sanaga maritime. Nous avons limité et nous avons aussi choisi un espace assez vaste. Mais comme vous le constatez, ce n'est pas souvent facile de le faire, mais au moins on a obligé chacun à porter son masque. C'est autour du thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 » que se célèbre la 36e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Dans le reste de l'actualité, un pic de violence a été observé dans l'arrondissement de Noir, région du Nord-Ouest. Il y a quelques jours, des affrontements entre communautés auraient fait plusieurs morts, entraîné le pillage et l'incendie des villages, des maisons, des marchés et églises. Les États-Unis d'Amérique appellent les autorités camerounaises à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des habitants et mener une enquête complète et impartiale afin de tenir pour responsables les coupables. Après avoir présenté les condoléances à toutes les personnes touchées par cette violence, les États-Unis appellent au calme, la cessation immédiate des violences, la promotion de la tolérance et la compréhension mutuelle au sein des communautés touchées dans cette partie du Cameroun. Alors que le pays éprouve des difficultés de trésorerie liées aux conséquences économiques du Covid-19 et la lutte contre le terrorisme, la gestion des dépenses sécuritaires est une préoccupation au sein du haut commandement militaire. Dans le cadre des réformes du régime financier au Cameroun, de nouvelles règles d'orthodoxie ont été vulgarisées lors d'une session de formation des responsables du ministère de la Défense. Compte rendu, Joël Essengue et Gizogo. Dans un contexte difficile marqué par les conséquences du Covid-19 dans l'exécution budgétaire, le ministère de la Défense indique rechercher malgré tout la performance. Pour y arriver, c'est une session de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de performance dans ce département ministériel qui vient de se tenir à Yaoundé. Le contrôle de gestion dont il est question ce jour est l'instrument par excellence
du pilotage opérationnel de la mise en œuvre des programmes budgétaires et rentre globalement dans le périmètre de la gestion axée sur les résultats. Il nous fournit des éléments méthodologiques permettant d'obtenir de manière efficiente les résultats les meilleurs dans la résolution des problématiques de politique publique. Dans le détail, le ministère de la Défense fonde des espoirs pour que cette formation assure ses performances en matière budgétaire. Le présent séminaire atelier devrait nous permettre non seulement d'accélérer notre appropriation de nouveaux textes et concepts, mais aussi, et disons-nous surtout, de mettre à jour et poser les jalons d'un parachèvement des dispositifs internes et outils devant accompagner le pilotage de la performance au sein du ministère de la Défense. Et là-dessus, il est question de remettre l'ouvrage sur le métier pour en tirer les outils pour des bonnes pratiques au ministère de la Défense. Les outils conçus dans ce cadre engagent notre ministère dans la recherche de la performance en encadrant de manière formelle et efficace le recueil des résultats de la mise en œuvre des actions, activités et tâches ministérielles, de leur analyse afin de déterminer les écarts avec la planification, de comprendre les causes éventuelles des dysfonctionnements relevés et d'apporter, le cas échéant, les corrections nécessaires. Avec une enveloppe budgétaire de 248 milliards 537 millions de francs CFA, en augmentation de plus de 8 milliards de francs CFA, le ministère de la Défense doit néanmoins faire face à d'importantes sollicitations liées aux nombreuses crises sécuritaires que le Cameroun vit. De quoi se montrer adepte de l'orthodoxie budgétaire. Au-delà des velléités d'insécurité observées en Afrique centrale, d'autres défis plus préoccupants interpellent les gouvernements et les populations. C'est celui de la préservation de l'environnement et de l'écosystème forestier. Les différentes commissions en charge de la surveillance de la biodiversité se sont réunies à Douala afin d'examiner et d'évaluer les réformes mises en œuvre pour lutter à la fois contre le réchauffement climatique et la destruction de l'écosystème forestier en Afrique centrale. D'autres détails avec Donald Brice Kamgan. Le trafic des espèces fauniques est devenu la 4e activité criminelle du monde, derrière celui de la drogue, la contrefaçon et le trafic des êtres humains. Encouragés par la corruption et les difficultés socio-économiques, les réseaux sont très actifs dans le bassin du Congo. Atténuer le grand braconnage qui se fait dans notre région, notamment du braconnage qui prend des allures des combats, parce que c'est des armes de guerre qui sont maintenant utilisées ces derniers temps. Comment le faire face à cette situation et comment atténuer pour essayer de conserver cette biodiversité qui nous est chère. Plus globalement, les conséquences de l'exploitation abusive des ressources forestières s'observent au quotidien, nuisance à la sécurité nationale, au développement et au bien-être des communautés. Vous savez que certaines espèces animales comme l'éléphant reproduisent la forêt à travers leurs excréments. Donc je crois que c'est mieux de conserver et ils jouent un grand rôle. Et aujourd'hui, si les éléphants s'approchent des villages, c'est à cause de l'exploitation, parce que les arbres qui leur produisent des fruits sont abattus et ils n'ont plus rien à manger. Ils sont obligés de courir vers les plantations des populations. Lutter efficacement contre le trafic des ressources forestières demande des actions urgentes au plan socio-économique, notamment en matière de lutte contre le chômage des jeunes, une plus grande implication des communautés concernées, plaide la société civile. Il y a d'abord la situation de paupérisation des populations, c'est pas justifié déjà, mais c'est une situation qui pour la plupart dans les pays trouve un peu écho à ce stade-là. Les jeunes sont concernés, des familles sont concernées. Deuxième plus grand bassin fluvial du monde après l'Amazonie, le bassin du Congo verra sa population doubler d'ici 2035. Une pression démographique plus grande sur les ressources forestières. La gestion durable de ces ressources sur les 5 prochaines années, c'est l'objet de cette rencontre de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Ils sont attendus le plan sous-régional d'action, les moyens ainsi que les stratégies à mobiliser pour sauver les forêts de la sous-région. Dans l'escale internationale, l'opposition ivoirienne reste mobilisée pour les élections législatives prévues le week-end prochain. Les partisans de Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié misent sur leur alliance afin d'engranger des suffrages en faveur de leurs candidats. Pendant ce temps au Tchad, l'opposition se concerte
À quelques semaines de l'élection présidentielle, elle pourrait se prononcer sur sa participation ou non en raison, dit-elle, d'un climat politique et social d'intimidation orchestré par le pouvoir en place. La mouture internationale est signée Sylvestre Hippolyte Zangaou. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, en vue des législatives du 6 mars prochain en Côte d'Ivoire, l'opposition semble plus que jamais engagée à aller au scrutin. Après avoir massivement boycotté la présidentielle d'il y a 4 mois, les électeurs devront choisir parmi les 1500 candidatures validées, les 250 députés à l'Assemblée nationale, le PDCI, le FPI légal, le COGEP, l'UDPCI et les candidats indépendants se mobilisent pour la victoire. Des alliances se sont même créées, notamment entre le PDCI et les deux Espro-Bagbo. Chacun laisse l'autre présenter ses candidats dans ses fiefs. Au Tchad, l'opposition se concerte sur la nécessité d'aller ou non à la présidentielle du 11 avril prochain. Après l'assaut de la police sur la résidence de Yaya Diallo, dimanche, 3 personnes, dont la mère de l'opposant, ont été tuées lors de cette opération. Ce qui a poussé Saleh Kirzabo, un poids lourd de l'opposition, à retirer sa candidature, accusant le président Idriss Déby Itno d'intimider ses rivaux par l'usage de la force. Tous les opposants au régime tchadien, avec en tête de file Ngarledi Yoronga, le président du parti FA, dénoncent les violences de dimanche dernier et soutiennent pour l'instant le report du scrutin. Il n'est pas possible d'aller aux élections dans un climat de tension, affirme-t-il. Une position battue en brèche par les proches d'Idriss Déby Itno, qui affirme que l'opposition voit déjà venir sa défaite. Que recherche un milliardaire sud-africain propriétaire de compagnies minières dans les milieux du football? La question se pose avec acuité sur le continent à quelques jours de cette élection à la présidence de la Confédération africaine de football. Dr Patrice Motsepe est propriétaire d'un club de football en Afrique du Sud, un club qui rayonne sur le championnat sud-africain et même les championnats continentaux depuis une dizaine d'années. Son ambition est de moderniser le football africain et le football sud-africain. D'autres précisions avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Unlike what we have experienced in many of the empowerment, the black empowerment comes in. Prospère et célèbre dans l'exploitation minière, la finance et surtout le social, le docteur Patrice Motsepe paraîtra à première vue pour certains comme un néophyte dans la gestion du sport. Pourtant, ce magnat des minerais roule aussi sa bosse dans le football depuis plus d'une vingtaine d'années. L'enfant terrible de Soweto affiche officiellement sa passion et son intérêt pour le football en achetant en 2004 le mythique Mamelodi Sundowns, club cinquantenaire le plus titré de toute l'Afrique du Sud. Avec Patrice Motsepe, l'équipe remporte en 2017 sa première Super Coupe de la CAF devant l'inusable tout-puissant Mazembe, un trophée qui manquait jusque-là au pays de Nelson Mandela. These boys are soldiers. They play football the proper way. Pito inspires millions of us. And for me, I always say that let's clap hands for Pito. Where's Roland? And where's Wendell? Come with. You know, look, Minister, this is a South African outfit. Everyone to the African Champions League final here at the Super Stadium, the Lucas Moripe Stadium in Atchison. Mamelodi Sundowns against Zamalek. Et en 2016, les Mamelodi glanent le deuxième trophée continental de la nation arc-en-ciel, la prestigieuse Ligue des Champions, battant surtout en finale l'impitoyable Zamalek d'Égypte, soit 21 ans après l'exploit des Orlando Pirates de 1995. Yaslafo is onside. Oh, what a cracker! What an absolute cracker! Anthony Lafort. Ce rayonnement international du football sud-africain est acquis au prix des sacrifices sans compter de Patrice Motsepe l'humaniste, avec des milliards de rentes dépensées pour la cause du football. Sur le plan national, des 13 titres du championnat sud-africain, les Sundowns ont engrangé 7 depuis l'achat du club, détenant surtout 5 consécrations d'affilée, 2016, 2017, 2018 et 2020. Et dans la préparation de la Coupe du Monde de 2010, aux côtés de Danny Jordan, l'actuel président de la Fédération sud-africaine de football, Patrice Motsepe avait su jouer à fond sa partition dans l'organisation et la réussite de la première grande fête mondiale de football sur le continent,
pourtant affublé en son temps de tous les scénarios d'échecs inimaginables d'une première expérience de la messe mondiale du football sur les terres d'Afrique. Patrice Motsepe est donc un homme de terrain, pétri d'expérience, qui tient à aller implémenter sa vision du football africain à la CAF, une fois élu le 12 mars prochain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités en direct de Yaoundé pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir.